Je faisais défiler mon fil d'actualité Facebook par pure habitude, l'esprit ailleurs, engourdi par la monotonie d'un jeudi matin gris et pluvieux à Lyon. Je travaillais à domicile ce jour-là, entouré par le bourdonnement silencieux de mon appartement vide, attendant qu'un fichier client lourd finisse de s'exporter sur mon logiciel de comptabilité. C'était une matinée banale, le genre de matinée où l'on ne s'attend à rien de plus qu'un café tiède et quelques emails administratifs. Puis, la première photo est apparue. Elle a frappé ma rétine avec la violence d'un flash en pleine nuit. Au début, mon cerveau a refusé de traiter l'information. J'ai vu un lac scintillant sous le soleil d'été, des rangées de chaises blanches immaculées, des guirlandes lumineuses tissées avec art dans les bouleaux centenaires. C'était beau. C'était familier. C'était notre maison de famille au bord du lac d'Annecy. J'ai cliqué, pensant naïvement qu'un cousin avait posté un souvenir, une vieille photo de vacances. Mais non. La résolution était trop nette, les vêtements trop modernes. Puis, j'ai vu la deuxième photo. Une piste de danse installée sur la terrasse en teck, une pièce montée à 3 étages décorée de fleurs fraîches, et des gens, des dizaines de gens, riant, une coupe de champagne à la main. Et là, au centre de l'image, comme un coup de poignard en plein cœur, j'ai vu mon frère, Romain. Il portait un smoking bleu nuit sur mesure, celui dont il rêvait depuis des années. Il souriait, de ce sourire vainqueur qu'il réservait au moment où il obtenait exactement ce qu'il voulait. À son bras, il n'y avait pas une inconnue. Il y avait Damien. J'ai arrêté de respirer. J'ai littéralement senti l'air se bloquer dans ma gorge. Damien. Mon Damien. L'homme avec qui j'avais partagé 4 ans de ma vie, l'homme qui m'avait juré, les larmes aux yeux il y a 18 mois, qu'il avait besoin de se retrouver, qui n'était pas prêt pour l'engagement. Il était là, radieux, une fleur à la boutonnière assortie à celle de mon frère. Avant que je ne vous raconte comment cette découverte a déclenché la guerre la plus brutale de l'histoire de ma famille, j'aimerais savoir qui m'écoute en ce moment. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. Je lis chacune de vos réponses, cela me donne la force de continuer. Mes mains ont commencé à trembler, un tremblement incontrôlable qui partait de mes doigts et remontait le long de mes bras. J'ai rafraîchi la page, espérant que c'était une erreur, un cauchemar, une hallucination due au surmenage. Mais d'autres photos ont chargé. Le jour parfait de Romain et Damien, disait la légende postée par ma tante Béatrice. J'ai zoomé. Encore et encore. J'ai vu ma mère, Chantal, dans cette robe vert émeraude qu'elle m'avait dit réservée pour une grande occasion. Elle rayonnait, tenant le bras de Damien comme s'il était le fils qu'elle avait toujours voulu. J'ai vu mon père, Bernard, en grande conversation avec le père de Damien, un verre de vin rouge à la main, l'air détendu, heureux. J'ai vu mes cousins de Bordeaux, ceux qui ne se déplacent jamais pour rien. J'ai vu l'oncle Michel avec son éternel chapeau de pêcheur, même en costume. J'ai vu nos voisins d'enfance. Ils étaient tous là. Absolument tous. 200 personnes, d'après l'estimation rapide de mon œil d'experte comptable habitué à évaluer les foules et les coûts. Tout le monde était là, sauf moi. Je m'appelle Manon, j'ai 34 ans, je suis la sœur aînée, la fille responsable, celle qui gère les impôts de papa et les mots de passe de maman. Et apparemment, je n'existe plus. Je n'ai pas reçu de carton d'invitation. Pas d'appel. Pas de save the date. Pas même un SMS maladroit pour me dire que ça se passait. J'avais été effacée. Chirurgicalement retirée de l'événement familial le plus important de la décennie. Ce n'était pas un oubli. On n'oublie pas la sœur du marié. On n'oublie pas l'ex-compagne de l'autre marié. C'était un choix. Un choix délibéré, froid, calculé. Le silence dans mon appartement est devenu assourdissant. Je me sentais nauséeuse, comme si le sol se dérobait sous ma chaise de bureau. J'ai continué à faire défiler les photos, descendant dans le terrier du lapin, chaque image ajoutant une nouvelle couche de douleur. Et puis, j'ai vu un détail qui a transformé ma douleur en une confusion glaciale. Sur la table des cadeaux, il y avait une urne pour la lune de miel. Et juste à côté, un panneau en bois flotté peint à la main. Merci à notre famille pour ce lieu magique. La maison. Notre maison. Celle dont je suis copropriétaire. Ils avaient fait la fête chez moi, sans moi. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que l'humiliation publique n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le véritable coup de grâce n'était pas émotionnel, il était financier, et il allait tout changer. Je suis restée figée devant mon écran pendant ce qui m'a semblé être des heures.
La lumière du jour déclinait dehors, transformant la grisaille lyonnaise en une obscurité précoce, mais je n'ai pas allumé la lumière. Je ne pouvais pas. J'étais prisonnière des pixels lumineux de mon moniteur, disséquant chaque sourire, chaque regard complice entre mon frère et mon ex. Il faut que vous compreniez l'histoire avec Damien. Ce n'était pas une amourette de vacances. Nous avons vécu ensemble 4 ans. 4 ans de dîner le dimanche, de projets d'avenir, de vacances avec mes parents. Ma mère, Chantal, l'adorait, mais elle avait toujours une critique à la bouche à son égard. Il manque d'ambition, Manon, me disait-elle. Il est instituteur contractuel, est-ce vraiment suffisant pour toi qui es expert comptable? Elle me faisait sentir que je visais trop bas. Et maintenant? Sur les photos, elle le regardait comme s'il était le Messie. La rupture, il y a 18 mois, avait été douce. Damien avait pleuré. Il m'avait dit qu'il se sentait étouffé, qu'il avait besoin de comprendre qu'il était en dehors d'un couple. Ce n'est pas toi, c'est moi, le cliché absolu. J'avais respecté ça. Je l'avais laissé partir avec dignité, gardant même l'espoir secret qu'il reviendrait. J'avais tort. Il n'était pas parti pour se trouver. Il était parti pour trouver mon frère. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert ma conversation avec Romain. Dernier message, il y a 3 mois. Salut sœurette, tu pourrais me dépanner de 500 balles? J'ai une commission qui tarde à tomber. J'avais refusé. Romain, l'agent immobilier qui ne vendait jamais rien, le Golden Child, l'enfant roi à qui tout était dû. J'avais dit non parce que je savais qu'il ne remboursait jamais. Il m'avait laissé en vue. Pas de nouvelles depuis. J'ai ouvert la conversation avec mon père. Dernier message, il y a 2 semaines. Manon, c'est quoi le code pour Netflix? Ça ne marche plus sur la télé du salon. Rien sur un mariage. Rien sur une fête. Rien sur le fait que mon ex allait devenir mon beau-frère. La trahison n'était pas seulement le fait qu'ils soient ensemble. C'était le silence. Un silence concerté, orchestré par toute ma famille nucléaire. Combien de repas de famille avait-il partagé en riant de ma naïveté? Combien de fois ma mère m'avait-elle demandé au téléphone et les amours, Manon, tout en sachant que l'amour de ma vie était dans le lit de son fils? Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas laissé de commentaires. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai jeté sur le canapé comme s'il était brûlant. Je me suis servi un grand verre de vin, puis un deuxième. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai passé la nuit à refaire le film des 2 dernières années, cherchant les indices que j'avais manqués. 4 jours ont passé. 4 jours de silence radio. Je suis allée travailler comme un zombie, mes collègues me demandant si j'étais malade. Oui, une grippe, ai-je menti. Je ne pouvais pas dire, ma famille m'a remplacée et a oublié de me prévenir. Le 4e jour, mon téléphone a vibré. Un message de mon père. Mon cœur a bondi. Est-ce qu'ils allaient s'excuser? Est-ce qu'ils allaient dire, mon Dieu, Manon, c'était une erreur terrible, pardonne-nous? J'ai ouvert le message. Les mots se sont imprimés dans mon esprit avec une cruauté inimaginable. Ton frère est le cœur brisé. Tu n'as même pas envoyé un message pour le féliciter. On sait que tu as vu les photos. Ton silence est d'une immaturité affligeante. Tu es égoïste, Manon. Tu ne penses qu'à ton petit orgueil blessé alors que c'était le plus beau jour de la vie de Romain. Appelle-le et excuse-toi. J'ai relu le message 3 fois. Pas désolé de ne pas t'avoir invité. Pas laisse-nous t'expliquer. Non. J'étais la méchante. J'étais l'égoïste. Ils avaient célébré une union bâtie sur le mensonge, dans ma propre maison, sans m'inviter, et c'était moi qui devais m'excuser? La colère a remplacé la tristesse. Une colère froide, calculatrice, celle qui vient de mon métier. Je suis comptable. Je gère les faits, les chiffres, les preuves. Et je venais de réaliser que si l'émotion était un terrain glissant, les faits, eux, étaient des armes solides. Je n'ai pas répondu au message de mon père. J'ai posé le téléphone doucement sur la table de la cuisine, à côté de ma tasse de café froid. Dans ma tête, quelque chose venait de se briser, mais ce n'était pas mon cœur. C'était le lien de loyauté aveugle que j'avais envers eux. J'ai commencé à analyser la situation avec la froideur d'un audit fiscal. Comment cela avait-il pu arriver?
Comment 200 personnes, y compris ma propre famille élargie, avaient-elles pu accepter mon absence sans poser de questions? C'était impossible. Tante Béatrice, la sœur de mon père, est la plus grande commère de la région Rhône-Alpes. Si elle n'avait pas appelé pour me demander pourquoi je n'étais pas là, c'est qu'on lui avait donné une raison. Une raison solide. J'ai décidé de tester cette hypothèse. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de tante Béatrice. Elle a décroché à la 3e sonnerie, essoufflée. Manon. Ma chérie. Comment vas-tu? Quelle surprise. Je ne pensais pas t'avoir au téléphone si tôt, avec le décalage horaire. Le décalage horaire? Je me suis figée. Tante Béatrice, de quel décalage horaire parles-tu? Je suis à Lyon. Il y a eu un silence confus à l'autre bout du fil. À Lyon? Mais. Ta mère nous a dit que tu étais partie pour une mission urgente de 3 mois au Japon. Que tu étais dévastée de rater le mariage mais que ta carrière passait avant tout, comme d'habitude. Elle a même lu une lettre de ta part au dîner de répétition disant que tu leur souhaitais tout le bonheur du monde. J'ai senti mon sang bouillir. Ils n'avaient pas seulement omis de m'inviter. Ils avaient construit un mensonge élaboré. Ils avaient volé ma voix. Ils m'avaient fait passer pour la sœur carriériste et sans cœur qui préfère le travail à la famille, tout en s'inventant une bénédiction que je n'avais jamais donnée. Je n'ai jamais été au Japon, tata, dis-je d'une voix tremblante mais contrôlée. Et je n'ai jamais écrit cette lettre. Je n'étais même pas au courant du mariage. Imaginez une seconde. Votre propre mère invente un voyage à l'autre bout du monde et écrit une fausse lettre en votre nom pour justifier votre exclusion devant toute la famille. Que feriez-vous à ma place? Crier? Tout casser? Ou préparer une vengeance froide? Dites-moi ce que vous feriez dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas folle de réagir comme je vais le faire. Tante Béatrice a octé. Oh mon Dieu! Manon. C'est. Mais pourquoi ferait-il ça? C'était magnifique pourtant. Tu sais, ils ont fait des travaux incroyables dans la maison du lac. Le nouveau ponton, l'aménagement paysager. Ta mère disait que c'était grâce à un héritage inattendu, mais vu les dépenses, je me disais bien que Bernard avait dû gagner au loto. Le traiteur venait de Genève, Manon. De Genève. Le mot travaux a déclenché une alarme dans mon cerveau d'expert comptable. Quels travaux, tata? Oh, tout. Ils ont refait toute la terrasse, installé un système d'éclairage intégré, et ce ponton. Ils l'ont agrandi pour que le bateau des mariés puisse accoster. C'était digne d'un film. J'ai raccroché poliment, promettant de la rappeler. Je me suis assise. Romain est fauché. Il vit au-dessus de ses moyens depuis toujours. Mes parents sont retraités de la fonction publique, ils vivent confortablement mais n'ont pas de quoi jeter 50 000 € par les fenêtres pour une fête. Et pourtant, ils ont fait des travaux majeurs dans une maison qui m'appartient à 50%. Une maison qui est en indivision. Une idée sombre et terrifiante a commencé à germer dans mon esprit. 6 mois plus tôt, j'avais reçu une notification de la banque concernant une mise à jour des conditions générales du compte joint de l'indivision. Je n'y avais pas prêté attention. Je faisais confiance à mon père qui gérait ce compte pour payer les taxes foncières et l'entretien courant. Mais si l'argent ne venait pas d'un héritage inattendu? Si l'argent venait de quelque part de beaucoup plus proche? Et de beaucoup plus illégal? Je me suis levée. La tristesse avait disparu. J'étais en mode travail. J'allais faire un audit. Et ce que j'allais trouver allait détruire leur petit monde parfait bien plus sûrement que n'importe quelle scène de ménage. Le lendemain matin, j'ai appelé mon cabinet pour dire que je ne viendrais pas. J'ai prétexté une urgence familiale. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon appartement était dans un état lamentable, à l'image de mon esprit les jours précédents. Des tasses de café empilées, du linge non plié sur le canapé, les volets mi-clos laissant filtrer une lumière accusatrice. Mais ce matin-là, je n'ai pas pleuré. J'ai pris une douche froide. J'ai enfilé une tenue confortable mais stricte, comme si j'allais au combat. Je me suis fait un café noir, très fort. Je me suis installé devant mon ordinateur avec 3 écrans allumés. C'était mon centre de commandement. La maison du lac d'Annecy nous a été léguée par ma grand-mère maternelle. Elle voulait qu'elle reste dans la famille.
À sa mort, la propriété a été mise en indivision. 50% pour moi, 50% pour Romain. Mes parents en avaient l'usufruit partiel, mais la nue propriété était à nous. Un compte bancaire indivis avait été ouvert pour gérer les charges. J'avais procuration, bien sûr, mais c'est mon père qui gérait le chéquier depuis des années car je vivais à Lyon et plus près d'Annecy. Je n'avais pas vérifié ce compte depuis 2 ans. Pourquoi l'aurais-je fait? C'est ma famille. On ne flique pas sa famille. Quelle erreur monumentale. J'ai ouvert le site de la banque. J'ai tapé mon identifiant. J'ai hésité une seconde avant d'entrer le mot de passe, priant pour qu'il ne l'ait pas changé. Bienvenue, Manon. L'accès était toujours valide. Ils étaient tellement arrogants, tellement sûrs de mon aveuglement, qu'ils n'avaient même pas pris la peine de me bloquer l'accès. Ou peut-être pensaient-ils que je n'oserais jamais regarder. J'ai cliqué sur solde et opération. Le solde affiché m'a fait écarquiller les yeux. Moins 4 500 €. À découvert. Mais ce n'était pas le pire. Ce compte était censé avoir une réserve de 15 000 € que j'avais personnellement versée l'année dernière pour refaire la toiture en cas d'urgence. L'argent avait disparu. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. Une liste interminable de débits a défilé sous mes yeux, me donnant le vertige. Ce n'étaient pas des factures d'électricité ou de taxes foncières. Fleur de Lys, Annecy, 4 200 € traiteur l'Impérial, 18 500 € location Chapiteau Luxe, 6 000 € orchestre Jazz Swing, 3 500 €. J'ai senti la bile monter dans ma gorge. Ils avaient payé le mariage avec l'argent du conjoint. Avec MON Argent. Les 15 000 € que j'avais économisés et versés pour la toiture avaient servi à payer le champagne qu'ils ont bu à ma santé, ou plutôt à mon absence. Mais les chiffres ne collaient pas. Le total des dépenses dépassait largement les 15 000 € présents sur le compte. D'où venait le reste? Comment avait-il pu dépenser près de 60 000 € alors que le compte était vide? J'ai cherché plus loin. Dans l'onglet Crédit en cours. Et là, mon cœur s'est arrêté pour la 2e fois. Prêt travaux habitat, montant, 60 000 €, durée, 10 ans, co-emprunteur, Monsieur Romain Dubois et Mademoiselle Manon Dubois. Date de souscription, il y a 4 mois. Je n'ai jamais signé ce prêt. Je n'ai jamais mis les pieds à la banque pour ça. J'ai téléchargé le contrat de prêt en PDF. J'ai scrollé jusqu'à la dernière page. Et je l'ai vu. Ma signature. Une imitation grossière, pixelisée, probablement copié-collé depuis un vieux document numérisé que j'avais envoyé à mon père des années auparavant. Ils avaient contracté un crédit à mon nom, m'endettant sur 10 ans pour financer la fête où je n'étais pas invitée. Je n'étais plus triste. Je n'étais plus seulement en colère. J'étais glacée. C'était criminel. Faux et usage de faux. Usurpation d'identité. Abus de confiance. Je n'étais plus leur fille ou leur sœur. J'étais leur victime. Et ils venaient de commettre l'erreur de s'attaquer à la mauvaise experte comptable. J'ai passé les 6 heures suivantes à faire ce que je fais de mieux, un audit forensique complet. J'ai téléchargé chaque relevé bancaire, chaque facture numérisée, chaque preuve de virement. J'ai créé un dossier sécurisé sur mon cloud, protégé par un mot de passe complexe, loin des regards indiscrets. J'ai nommé le dossier Judas. Plus je creusais, plus l'horreur de la situation se révélait dans sa complexité. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était prémédité depuis des mois. J'ai trouvé des virements vers le compte personnel de Romain avec des libellés vagues comme remboursement matériel. J'ai trouvé des paiements pour une agence de voyage, voyage de noces, Bali, 8 000 €. Payés avec le crédit travaux. J'allais littéralement payer les intérêts de leur cocktail sur la plage pendant les 10 prochaines années. J'ai aussi trouvé la facture des travaux dont parlait tante Béatrice. Rénovation ponton et aménagement terrasse, 17 000 €. Je me suis souvenu d'une conversation avec mon père il y a 3 ans. Je voulais réparer ce ponton pour pouvoir y aller l'été avec des amis. Il m'avait dit, non, Manon, c'est trop cher, le bois est pourri, il faut tout raser, on n'a pas les moyens. Apparemment, les moyens sont apparus dès que Romain a voulu se marier. Et pire, ces travaux, bien que réels, n'avaient pas été votés en assemblée d'indivision. Ils avaient modifié la structure de notre bien commun sans mon accord écrit, en utilisant une signature falsifiée pour débloquer les fonds. Chaque ligne du relevé bancaire était une gifle.
Costume sur mesure homme, Lyon, 2400 €. C'était le prix de 2 mois de mon loyer. Alliance or blanc et diamant, 1800 €. J'ai imprimé les preuves. J'ai surligné les dates. J'ai fait des captures d'écran des photos Facebook correspondant aux dépenses. Photos, Romain et Damien sur le nouveau ponton. Preuve, facture du ponton payée avec le compte joint le 12 mars. Photo, le gâteau immense. Preuve, virement pâtisserie Délices le 2 avril. J'avais construit un dossier inattaquable. Mais la douleur était là, lancinante. Mes parents, ceux qui m'avaient appris l'honnêteté, ceux qui m'avaient puni quand j'avais volé un bonbon à 5 ans, venaient de me voler des dizaines de milliers d'euros. Ils m'avaient mise en danger financier. Si je voulais acheter mon propre appartement demain, ce crédit frauduleux apparaîtrait dans mon dossier et me bloquerait. Ils avaient hypothéqué mon avenir pour le présent de leur fils adoré. Vers 16 heures, j'avais fini. J'avais une chronologie précise, des montants exacts, et la preuve irréfutable du faux en écriture. Je me suis levée, les muscles raides. Je suis allée à la fenêtre. La pluie avait cessé sur Lyon, mais le ciel restait menaçant. Je savais ce que je devais faire. Je ne pouvais pas simplement les appeler et crier. Ça ne servirait à rien. Ils nieraient, ils minimiseraient, ils diraient on te remboursera quand on pourra, ce qui voulait dire jamais. Non. Il fallait frapper fort. Il fallait parler le seul langage qu'ils semblaient comprendre, celui de l'argent et de la loi. J'ai pris mon téléphone, mais pas pour appeler ma famille. J'ai cherché un nom dans mes contacts, Sophie. Ma meilleure amie de fac, celle avec qui j'avais partagé mes révisions nocturnes. Aujourd'hui, Sophie est avocate spécialisée en droit de la famille et du patrimoine. Une requin en talons aiguilles. Elle a décroché immédiatement. Manon? Ça fait un bail. Tout va bien? Ta voix est bizarre. Salut Sophie. J'ai besoin de toi. Professionnellement. Et personnellement. C'est grave. Raconte. Ma famille a volé mon identité, vidé mes comptes et organisé un mariage à 60 000 € avec mon argent sans m'inviter. Il y a eu un silence au bout du fil. Puis, la voix de Sophie est devenue tranchante comme une lame de rasoir. Arrive à mon cabinet dans 30 minutes. Apporte tout ce que tu as. On va les détruire. Cliffhanger en raccrochant, j'ai senti une larme couler sur ma joue. C'était la dernière. À partir de maintenant, je n'étais plus la fille délaissée. J'étais la plaignante. Et ils n'avaient aucune idée de ce qui allait leur tomber dessus. Le cabinet de Sophie se trouvait dans le 6e arrondissement de Lyon, un endroit feutré avec des boiseries sombres et une odeur de vieux papier et de cire. Quand je suis entrée dans son bureau et que j'ai étalé mes documents sur sa table en acajou, son visage est passé de l'inquiétude amicale à la stupeur professionnelle. Elle a examiné le contrat de prêt falsifié avec une loupe. C'est grossier, a-t-elle murmuré. Ils ont littéralement scanné ta signature d'un autre document. On voit les pixels de compression. Manon, c'est du pénal. C'est du faux et usage de faux, punissable de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Sans parler de l'abus de confiance et de l'escroquerie. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu veux les envoyer en prison? La question a flotté dans l'air. Envoyer mes parents en prison? Mon frère? Non. Malgré tout, je ne pouvais pas être celle qui mettait les menottes au poignet de ma mère. Non, Sophie. Je ne veux pas de procès pénal si je peux l'éviter. Je veux juste récupérer mon argent. Et je veux sortir de là. Je ne veux plus avoir aucun lien financier avec eux. Plus jamais. Sophie a hoché la tête, comprenant ma position. Elle a sorti un bloc-notes jaune. D'accord. On va jouer au civil, mais avec des armes lourdes. On a 2 leviers. Le premier, c'est la nullité du prêt pour défaut de consentement. Le deuxième, c'est l'indivision. Elle a pointé du doigt la photo de la maison d'Annecy que j'avais posée sur le bureau. Cette maison, c'est leur point faible. Ils l'adorent. Ils ont investi ton argent volé dedans pour la rendre parfaite. C'est leur joyau. C'est là que Romain veut passer ses week-ends avec Damien. Oui, ai-je confirmé. Romain m'a toujours dit qu'il ne vendrait jamais. Il se voit déjà y élever ses enfants. Sophie a souri,
un sourire prédateur qui m'a fait froid dans le dos mais qui m'a aussi rassuré. Parfait. L'article 815 du Code civil est très clair. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Tu as le droit absolu de demander ta part. Et comme ils n'ont pas l'argent pour te racheter ta part, vu qu'ils ont dû voler pour payer le mariage, on va demander la licitation. La licitation? La vente aux enchères publiques du bien. On force la vente de la maison. J'ai avalé ma salive. Vendre la maison de grand-mère? C'était radical. C'était irréversible. C'était exactement ce qu'il fallait. Mais avant d'en arriver là, a continué Sophie, on va leur envoyer une mise en demeure. Un courrier d'avocat bien senti. On leur donne le choix, soit ils remboursent intégralement les sommes détournées, les 15 000 € d'épargne plus la moitié des sommes du crédit frauduleux, sous 15 jours et ils rachètent ta part de la maison au prix du marché, soit on lance la procédure judiciaire, on dénonce le faux à la banque, ce qui entraînera une plainte de la banque contre eux, et on force la vente. Ils n'auront jamais l'argent pour me rembourser et me racheter, ai-je dit. C'est impossible. Je sais, a répondu Sophie doucement. C'est pour ça que tu vas gagner. Ils se sont mis dans une impasse tout seuls. Tu ne fais que fermer la porte derrière eux. Nous avons passé les 2 heures suivantes à rédiger la lettre. Chaque mot était pesé. Pas d'émotion. Pas de reproche sur l'invitation manquante. Juste des faits juridiques et financiers. Madame, monsieur, ma cliente a constaté des irrégularités graves. C'était étrange de voir mes parents appeler monsieur et madame Dubois dans un courrier que je signais. C'était la fin de l'intimité, le début de la guerre. Une fois la lettre imprimée, Sophie l'a glissée dans une enveloppe recommandée avec accusé de réception. Le fameux LRAR. L'arme fatale de l'administration française. Je la poste ce soir, a dit Sophie. Ils la recevront lundi ou mardi. Prépare-toi, Manon. Quand ils vont lire ça, le ciel va te tomber sur la tête. Cliffhanger, je suis rentré chez moi, le cœur battant la chamade. J'avais enclenché le compte à rebours. Je ne savais pas encore que ma lettre allait arriver au pire moment possible, le jour où ils rentraient de leur lune de miel, encore grisés par le soleil et le champagne, pensant que la vie était belle et gratuite. Les jours qui ont suivi l'envoi de la lettre ont été les plus longs de ma vie. Je sursautais à chaque notification, chaque appel masqué. J'avais l'impression d'être assise sur une bombe à retardement dont je ne connaissais pas l'heure d'explosion. J'ai repris le travail, essayant de me concentrer sur des bilans comptables, mais mon esprit était à Annecy, imaginant le facteur remonter l'allée de gravier jusqu'à la boîte aux lettres de mes parents. Le mardi matin, à 10h14, j'ai reçu un email automatique de la Poste. Votre courrier recommandé numéro 1 à XXX a été distribué au destinataire. Ça y est. Le Père Noël de l'Apocalypse venait de passer. La lettre était brutale dans sa simplicité. Elle ne parlait pas de cœur brisé. Elle listait les faits, découverte d'un prêt de 60 000 € souscrit frauduleusement avec imitation de signature. Détournement de 15 000 € de fonds propres sur le compte indivis. Usage de ces fonds à des fins personnelles, mariage, sans rapport avec l'entretien du bien. Demande de remboursement immédiat de 45 000 €, mais 15 000 € plus ma part théorique de la dette de 60 000 € qu'ils avaient créée. Proposition de sortie de l'indivision, rachat de ma part, estimée à 450 000 €, ou vente forcée du bien. Délai de réponse, 8 jours. Sinon, dépôt de plainte au procureur de la République. À 10h30, mon téléphone a commencé à vibrer. Maman portable. J'ai regardé l'écran, le pouce hésitant au-dessus du bouton vert. Sophie m'avait donné une consigne stricte, ne réponds pas, laisse-les parler. Tout ce qu'ils diront pourra être utilisé contre eux. Et surtout, garde les traces écrites. J'ai laissé sonner. 1 fois. 2 fois. 5 fois de suite. Puis papa portable. 3 fois. Puis Romain. 10 fois. Mon téléphone était brûlant. Ils étaient en panique. La réalité venait de percer leur bulle de déni. Ils pensaient que j'étais la gentille Manon, celle qui encaisse, celle qui pardonne pour la paix des ménages. Ils réalisaient soudain qu'ils avaient affaire à Manon Dubois, expert comptable, conseillé par maître Sophie Vasseur. À midi, j'ai reçu le premier message vocal. C'était ma mère. Sa voix était méconnaissable, étranglée par les sanglots, mais pas des sanglots de tristesse. Des sanglots de panique hystérique. Manon.
Qu'est-ce que c'est que ce papier? Un avocat? Tu nous envoies un avocat? On est ta famille. Tu veux nous mettre en prison? Tout ça parce que tu es jalouse? On allait te le dire pour l'emprunt, c'était juste pour avancer les frais, on allait rembourser. Rappelle-moi tout de suite, espèce d'ingrate. J'ai écouté le message, impassible. On allait te le dire. Mensonge. Le prêt courait sur 10 ans. Ils n'allaient rien dire du tout. Ils allaient me laisser découvrir la dette le jour où j'aurais voulu emprunter pour moi-même. Et jalouse? C'était leur ligne de défense. Je n'étais pas une victime financière, j'étais juste une ex-aigrie. Puis, un message de Romain. Le ton était différent. Agressif. Arrogant. Écoute-moi bien. Tu retires ta plainte tout de suite. Tu crois que tu vas nous faire peur? La maison est à nous. Tu n'y viens jamais. On a fait des travaux pour la valoriser, tu devrais nous remercier. Et pour Damien, passe à autre chose. Il m'a choisi. Accepte-le. Si tu touches à la maison, tu ne feras plus jamais partie de cette famille. Tu ne feras plus jamais partie de cette famille. Cette phrase a résonné dans ma tête. Est-ce une menace ou une libération? Si votre frère vous volait 45 000 € et vous disait ça, auriez-vous encore un doute? Si vous pensez que je dois aller jusqu'au bout, mettez un pouce bleu maintenant. J'ai besoin de sentir votre soutien face à cette manipulation. Je n'ai pas répondu. J'ai transféré les fichiers audio à Sophie. Sa réponse par mail a été rapide, parfait. Ils avouent l'emprunt, c'était juste pour avancer les frais, et ils admettent que tu n'étais pas au courant. C'est fini pour eux. On lance la procédure de vente. J'ai fermé les yeux un instant. Romain avait raison sur un point, je ne faisais plus partie de cette famille. Mais ce n'était pas lui qui m'excluait. C'est moi qui partais. Et je partais avec mon chéquier. La semaine qui a suivi a été un siège médiéval. Puisque je ne répondais pas au téléphone, ils ont essayé d'autres tactiques. Ils ont envoyé des émissaires. Le mercredi soir, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas. C'était l'oncle Michel, celui au chapeau de pêcheur. Il avait l'air mal à l'aise, triturant son béret entre ses mains. Je n'ai pas ouvert. J'ai parlé à travers la porte. Désolé tonton, je ne reçois pas de visite. Manon, ouvre, s'il te plaît. Ta mère est dans un état. Elle ne mange plus. Ton père a des problèmes de tension. Il faut arrêter cette folie. Ils sont prêts à te faire un virement de 2 000 € tout de suite pour calmer le jeu. J'ai failli rire. 2 000 €? Sur les 45 000 qu'ils me devaient immédiatement? Et quid du crédit de 60 000? Tonton, ils ont imité ma signature pour voler 60 000 € à la banque en mon nom. C'est un crime. Dis-leur de parler à mon avocate. J'ai entendu un souffle de stupeur de l'autre côté de la porte. Quoi? Une signature imitée? Mais... Bernard m'a dit que c'était un malentendu sur une facture de jardinage, ils t'ont menti, tonton. Comme ils ont menti sur mon voyage au Japon. J'ai entendu ses pas s'éloigner lentement. Une graine de doute venait d'être plantée. C'était ma stratégie désormais, la vérité contre leurs mensonges. Le lendemain, la pression a changé de camp. Romain m'a envoyé un email. Plus de menaces. De la supplication. Manon, s'il te plaît. On ne peut pas vendre la maison. On vient d'y installer notre vie. Damien a demandé sa mutation dans la région pour qu'on puisse y vivre. On a tout misé là-dessus. Si tu vends, on est à la rue. On est endetté à cause du mariage. Sois humaine. J'ai relu ce mail. Endetté à cause du mariage. Un mariage payé avec mon argent, et ils étaient quand même endettés? Ils avaient dû flamber bien au-delà des 60 000 € volés. Une pointe de pitié m'a traversée. Juste une seconde. C'était mon petit frère, après tout. Celui à qui j'avais appris à faire du vélo. Mais ensuite, j'ai revu la photo. Lui et Damien, riant sur le ponton payé avec mon crédit, pendant que j'étais seule à Lyon. J'ai revu le SMS de mon père, tu es égoïste. J'ai tapé une réponse courte, validée par Sophie.
la seule option pour éviter la vente publique est le rachat de mes parts au prix du marché, 450 000 €, plus le remboursement des sommes détournées. Vous avez jusqu'à lundi. Le lundi est arrivé. Pas d'offre. Juste un silence boudeur. Il pensait que je bluffais. Il pensait que l'esprit de famille ou la peur du scandale m'empêcherait d'appuyer sur le bouton rouge. Ils avaient tort. À 9 heures, Sophie a déposé la requête auprès du tribunal judiciaire pour ordonner la licitation, la vente aux enchères, du bien indivis, sur le fondement de l'article 815-5 du Code civil. Elle a joint le dossier faux et usage de faux pour prouver la gestion frauduleuse et l'urgence de la mesure pour protéger mes intérêts financiers. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était un dossier judiciaire, affaire Dubois contre consort Dubois. La tempête ne faisait que commencer, mais j'étais bien à l'abri dans mon arche de preuve. Ce que je n'avais pas prévu, c'est que ma mère tenterait une dernière manœuvre désespérée. Une manœuvre qui impliquait mon patron et qui visait à me détruire professionnellement. 2 jours après le dépôt de la requête au tribunal, j'ai été convoqué dans le bureau de Monsieur Vallet, l'associé principal du cabinet d'expertise comptable où je travaille. Monsieur Vallet est un homme rigide, qui déteste le désordre. Il avait l'air embarrassé. « Manon, asseyez-vous. J'ai reçu un appel étrange ce matin. Une certaine Madame Dubois, votre mère ? Mon estomac s'est noué. Jusqu'où allait-il descendre ? Oui, Monsieur Vallet. Je suis désolée qu'elle vous ait contacté. Elle m'a dit. Il a toussé. Elle m'a dit que vous traversiez une grave crise nerveuse, que vous étiez paranoïaque et que vous harceliez votre famille pour de l'argent afin de financer une addiction au jeu. Elle m'a demandé si nous avions remarqué des irrégularités dans les caisses du cabinet. Le silence dans la pièce était absolu. Ils essayaient de me faire virer. Ils essayaient de détruire ma crédibilité professionnelle pour que, si l'affaire allait au pénal, ma parole d'expert comptable soit remise en doute. C'était vicieux. C'était monstrueux. J'ai regardé mon patron droit dans les yeux. Je n'ai pas paniqué. J'ai ouvert mon sac et sorti une copie du dossier que j'avais préparé pour Sophie. Monsieur Vallet, ma mère tente de me discréditer parce que j'ai découvert qu'elle et mon frère ont détourné 75 000 € de notre patrimoine familial et imité ma signature sur un acte bancaire. Voici la copie de la plainte déposée par mon avocate et les preuves graphologiques. Je suis victime d'une escroquerie familiale. Je n'ai aucune addiction. Je suis prête à subir n'importe quel audit interne si vous le jugez nécessaire. Il a feuilleté le dossier. Il a vu les relevés. Il a vu la fausse signature. Son visage s'est détendu, passant de la suspicion à la compassion, puis à l'indignation. C'est effarant. Je suis désolée, Manon. Ne vous inquiétez pas pour votre poste. Vous avez tout mon soutien. Si vous avez besoin de temps pour gérer cette procédure, prenez-le. En sortant de son bureau, j'ai réalisé qu'ils venaient de commettre leur plus grande erreur tactique. En essayant de m'isoler, ils m'avaient libéré de toute culpabilité résiduelle. Ce soir-là, j'ai décidé de contre-attaquer sur le terrain social. Tante Béatrice m'avait laissé plusieurs messages inquiets suite aux rumeurs lancées par ma mère. J'ai appelé Béatrice. Tata, je ne vais pas te raconter d'histoire. Je vais t'envoyer un document. Regarde-le et fais-toi ton opinion. Je lui ai envoyé le PDF des relevés bancaires, avec les lignes traiteurs et fleurs payées par le prêt travaux Manon. 5 minutes plus tard, elle m'a rappelé. Les salauds, a-t-elle soufflé. Les petits salauds. Ils ont payé le caviar avec ton crédit ? Et Bernard a osé me dire que tu étais folle ? Répands la nouvelle, Tata. Je ne veux pas qu'ils s'en sortent en jouant les victimes. Et Béatrice a fait ce qu'elle faisait de mieux. Le téléphone arabe familial a fonctionné à plein régime. En 48 heures, le vent a tourné. Mes parents, qui jouaient les martyrs abandonnés par leur fille ingrate, se sont retrouvés confrontés à des questions gênantes de la part des cousins, des oncles, des amis de la famille. C'est vrai que vous avez signé à sa place ? C'est vrai que la maison n'est pas à vous ? Leurs murs de mensonges s'effritaient. Ils étaient désormais isolés, honteux et acculés juridiquement. Mais un animal blessé est dangereux. Voyant que la manipulation sociale ne fonctionnait plus, Romain a décidé de jouer la carte de la destruction physique. Si la maison ne pouvait pas être à lui, elle ne serait à personne. La procédure judiciaire avançait avec une lenteur exaspérante, mais inexorable.
Mes parents et Romain avaient pris un avocat, un ami de la famille qui a vite compris qu'il défendait une cause perdue. Face aux preuves matérielles du faux, il leur a conseillé de ne pas aller au procès pénal. Leur seule chance de s'en sortir sans casier judiciaire était d'accepter mes conditions civiles. Cependant, ils ont essayé de tricher jusqu'au bout. Lors de la première audience de conciliation, ils ont proposé de racheter ma part pour 250 000 €. C'était risible. La maison, située sur la rive prisée du lac d'Annecy, avec son ponton privé, merci mes travaux, valait au bas mot 900 000 €. Ma cliente refuse, a déclaré Sophie. Nous demandons une expertise indépendante et la vente aux enchères. Le juge, un homme sévère aux lunettes cerclées d'acier, a examiné le dossier. L'existence du prêt frauduleux a pesé lourd. Il a compris que la confiance était rompue et que l'indivision ne pouvait perdurer. Il a ordonné la licitation. C'est là que Romain a pété les plombs. Un voisin m'a appelé un samedi soir. Manon, il y a du bruit à la maison. Romain est là, il casse tout. J'ai appelé la gendarmerie. Immédiatement. Quand les gendarmes sont arrivés, ils ont trouvé Romain ivre, en train d'essayer d'arracher les lustres anciens du salon et de démonter la cuisine équipée qu'il estimait avoir payée, avec mon argent, rappelons-le. Il a été placé en garde à vue pour dégradation. Cet incident a été la fin pour eux. Le juge, informé de la tentative de saccage, a accéléré la procédure. Il a nommé un notaire chargé de la vente et a ordonné l'expulsion immédiate de tout occupant du bien, c'est-à-dire Romain et Damien, qui y squattaient les week-ends. L'expertise a eu lieu un mois plus tard. J'y suis allée avec Sophie. C'était la première fois que je revoyais ma famille en face depuis le début de l'affaire. Ils étaient là. Ma mère avait vieilli de 10 ans, le visage ravagé. Mon père regardait ses chaussures, incapable de soutenir mon regard. Romain avait le regard haineux, les poings serrés. Damien. Damien restait en retrait, l'air gêné, comme s'il cherchait une sortie de secours. Il réalisait sans doute que le bon parti qu'il avait épousé était en réalité un boulet financier. L'expert a fait le tour. Vue imprenable. Accès lac direct. Ponton neuf. C'est un bien exceptionnel, a-t-il conclu. Mise à prix, 800 000 €. Estimation de vente, probablement 1 million. Quand il a annoncé le chiffre, j'ai vu mes parents pâlir. Ils réalisaient ce qu'ils perdaient. Pas seulement une maison, mais leur prestige, leur lieu de rassemblement, l'héritage qu'ils pensaient contrôler. Sophie s'est penchée vers moi. C'est gagné, Manon. Je n'ai rien ressenti. Pas de joie. Juste un immense soulagement. C'était bientôt fini. Cliffhanger, la date de la vente aux enchères a été fixée au tribunal de grande instance d'Annecy, 3 mois plus tard. J'ignorais encore qu'un acheteur surprise allait se présenter, quelqu'un qui allait rendre la victoire encore plus savoureuse. Le jour de la vente aux enchères, l'ambiance au tribunal était électrique. La salle des criers était pleine. Les biens au bord du lac d'Annecy sont rares, et celui-ci, avec son histoire dramatique qui avait commencé à s'ébruiter dans la région, attirait les curieux et les investisseurs. Je me suis assise au fond, loin de ma famille. Ils étaient recroquevillés sur un banc au premier rang, se tenant la main comme des naufragés sur un radeau. Romain pleurait. Pour la première fois, je voyais le Golden Child brisé. Il perdait son château de cartes. La vente a commencé. Mise à prix, 800 000 €. 810 000. A crié un homme en costume gris. 820 000. A répondu une femme au téléphone. Les enchères sont montées rapidement. 8 cents 50, 9 cents. 920 000. Mon cœur battait fort. Chaque millier d'euros supplémentaires était une victoire pour ma liberté financière et un clou de plus dans le cercueil de leurs illusions. À 950 000 €, le marteau est retombé. Adjugé. C'était fini. La maison de mon enfance, le lieu de leur trahison, n'était plus à nous. Elle appartenait désormais à un promoteur immobilier suisse qui comptait probablement la raser pour construire un chalet moderne en verre et béton. L'endroit où ils avaient dansé, où ils m'avaient effacé, allait disparaître pour de bon. Le calcul final du notaire, quelques semaines plus tard, a été implacable. Prix de vente, 950 000 €. Moins les frais de justice et taxes. Reste net, environ 880 000 €. La moitié me revenait de droit,
440 000 euros. Mais, il fallait ajouter les remboursements. Sur la part de Romain, 440 000 euros, le notaire a prélevé les 15 000 euros volés sur le compte joint. La moitié du crédit frauduleux qu'il a fallu solder, 30 000 euros. Les frais de remise en état suite à ces dégradations. Les frais de procédure, article 7 cents, que le juge leur a ordonné de payer. Au final, j'ai reçu un virement de 510 000 euros. Romain et mes parents, puisque Romain n'avait pas de compte, l'argent a servi à payer leurs dettes communes, se sont retrouvés avec environ 300 000 euros. Cela semble beaucoup? Pas quand on doit rembourser les autres dettes du mariage, traiteur, lune de miel, robe, qu'ils avaient contractées ailleurs, et surtout, quand on doit se reloger dans une région hors de prix. J'ai reçu le virement un mardi matin. Le même jour de la semaine où j'avais vu la première photo. La boucle était bouclée. J'ai regardé les chiffres sur mon écran. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était des excuses qu'ils ne m'avaient jamais faites. C'était la reconnaissance de ma valeur. J'ai appris plus tard par tante Béatrice que Damien avait quitté Romain 2 mois après la vente. Apparemment, l'amour ne survit pas quand on passe d'un château au bord du lac à un T2 en location dans une zone industrielle, avec des dettes et une belle famille dépressive sur le dos. Quelle tragédie! Cliffhanger, j'avais l'argent. J'avais gagné. Mais il me restait une dernière chose à faire. Une dernière pierre à poser pour construire ma nouvelle vie. Avec les 510 000 euros, plus mes économies personnelles, j'ai fait un achat purement égoïste. J'ai acheté un magnifique appartement en attique, Pentouze, dans le quartier de Confluence à Lyon. Une immense terrasse, pas de jardin à entretenir, pas de souvenirs, pas de fantômes. Juste du verre, de la lumière et de la modernité. Le jour de mon emménagement, j'ai reçu une lettre. Une simple enveloppe blanche, écrite de la main de ma mère. Pas d'avocat cette fois. Je l'ai ouverte. Manon, on a tout perdu. La maison, Damien est parti, Romain est en dépression. On vit dans un petit appartement à Sénaux. On n'a plus rien. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ça valait le coup de détruire ta famille pour de l'argent? Si tu as encore un peu de cœur, aide ton frère. Il a besoin de soins. J'ai posé la lettre. J'ai regardé ma terrasse inondée de soleil. J'ai repensé à ce jeudi matin pluvieux, à leur bonheur insolent affiché sur Facebook, à leur indifférence totale face à mon existence, à la façon dont ils m'avaient volé sans remords. Est-ce que ça valait le coup? Demandait-elle. J'ai pris mon stylo, et pour la première fois depuis le début de cette histoire, j'ai répondu. J'ai écrit sur une carte postale représentant le lac d'Annecy, une vieille carte que j'avais gardée. Je n'ai pas détruit la famille, maman. J'ai juste présenté l'addition. Vous avez commandé le plat le plus cher du menu en pensant que je paierais l'addition sans rien dire. Vous aviez tort. Le prix de votre trahison, c'était la maison. Le prix de ma liberté, c'était de vous perdre. C'est une bonne affaire. Adieu. J'ai posté la carte. Puis, j'ai bloqué leur numéro. Définitivement. J'ai changé de numéro de portable la semaine suivante. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je vais bien. Vraiment bien. J'ai rencontré quelqu'un. Un architecte. Il ne connaît pas toute l'histoire, juste que je n'ai plus de contact avec ma famille toxique. Il respecte ça. On dit souvent que le sang est plus épais que l'eau. C'est faux. Le respect est le seul lien qui compte. Quand le respect disparaît, le sang n'est plus qu'une tâche qu'il faut nettoyer. Je ne suis plus la fille oubliée sur les photos de mariage. Je suis la femme qui a repris le contrôle de sa vie. Et croyez-moi, la vue depuis mon appartement, payé avec l'argent de ma justice, est bien plus belle que celle de n'importe quel lac. Voilà mon histoire. C'était dur, c'était brutal, mais c'était nécessaire. Et vous? Avez-vous déjà dû couper les ponts avec des membres de votre famille pour vous protéger? Avez-vous déjà été la vache à lait ou le bouc émissaire? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, je veux vous lire. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Prenez soin de vous, et ne laissez personne, même votre famille, vous marcher dessus. À bientôt.